Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Sans les mains de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Première partie. Suffolk. Le cadavre aux mains coupées reposait au fond d'un canot à voile qui dérivait tout près de la côte du Suffolk. C'était le corps d'un homme entre deux âges, un petit cadavre pimpant. Son linceul, un costume sombre à fines rayures qui épousait sa maigre silhouette, aussi élégant sur le mort qu'il avait été sur le vivant. Hormis leur bout renforcé légèrement éraflé, ses chaussures sur mesure continuaient à briller et une cravate de soie était nouée sous sa pomme d'Adam proéminente. Cet infortuné voyageur avait pris soin de s'habiller correctement pour la ville, non pas pour la mer déserte, non pas pour la mort. C'était un début d'après-midi de la mi-octobre. Ses yeux vitreux étaient tournés vers le ciel d'un bleu surprenant où une brise du sud-ouest chassait quelques nuages déchiquetés. Sans mât ni dame de nage, la coque de bois bondissait doucement sur la houle de la mer du Nord, de sorte que la tête du cadavre bougeait et roulait comme celle d'un dormeur agité. Déjà banale de son vivant, la figure du mort n'exprimait plus qu'une pitoyable vacuité. L'homme avait des cheveux blonds clairsemés au-dessus d'un haut front bombé et un nez si étroit que l'arête blanche semblait sur le point de transpercer la chair. Petite et mince, la bouche s'entr'ouvrait, révélant deux incisives pointues qui donnaient à l'ensemble du visage l'air dédaigneux d'un lièvre mort. Encore saisi par la rigidité cadavérique, ses jambes étaient tendues de chaque côté du puits de dérive et l'on avait posé ses avant-bras sur le banc de nage. Ses deux mains étaient tranchées à hauteur des poignets. L'homme avait peu saigné. Sur chaque avant-bras, un filet de sang avait dessiné un réseau noir entre les poils raides. Le banc de nage était couvert de taches sombres, comme s'il avait servi de billot. Cependant, le reste du corps et les planches de l'embarcation étaient immaculés. La main droite avait été coupée proprement. On voyait luire l'extrémité blanche et arrondie du radius. La gauche, par contre, avait été massacrée. Des éclats d'os irréguliers, aussi fins que des aiguilles, saillaient de la chair qui se retroussait. Avant de procéder à cette boucherie, on avait relevé les manches de la veste et de la chemise, et une paire de boutons de manchette en or gravé d'initiales pendait des poignets de tissu. Ils tournaient lentement sur eux-mêmes, étincelants au soleil automnal. Le canot, dont la peinture pâlie s'écaillait, dérivait comme un jouet abandonné. À l'horizon, la silhouette découpée d'un caboteur glissait vers Yarmouth. Sinon, la mer était vide. Vers 2 heures, un point noir traversa le ciel. Il fonçait vers la terre, traînant un léger panache blanc. Un vrombissement aigu déchira l'air. Quand ce bruit s'estompa, on n'entendit plus que le clapotis de l'eau contre la coque du bateau et, de temps à autre, le cri d'une mouette. Soudain, le canot tangua violemment, puis se stabilisa et tourna. Comme happé par le courant, il se mit à suivre une direction plus précise. Une mouette à tête noire qui s'était posée à l'avant et restait perchée là, aussi immobile qu'une figure de proue, s'éleva avec des cris aigus et commença à décrire des cercles au-dessus du corps. Lentement, inexorablement, le petit bateau fendait l'eau, emmenant sa macabre cargaison vers le rivage. Ce même après-midi, peu avant 2 heures, le superintendant Adam Dalglish de Scotland Yard garait sa Cooper Bristol sur le bord herbeux de la route devant l'église de Blightsburg. Puis il entrait dans l'édifice par le portail nord, plongeant dans la blancheur froide et argentée d'une des plus jolies églises du Suffolk. Il se rendait à Monksmere Head, au sud de Dunwich, pour y passer 10 jours de vacances chez une tante célibataire, seul membre restant de sa famille. Blightsburg serait son dernier arrêt.
Il avait quitté son appartement de la City avant que Londres s'éveille et, au lieu de prendre la route directe de Monksmere par Ipswich, il avait filé sur Chelmsford au nord pour pénétrer dans le Suffolk à Sudbury. Après un petit déjeuner à Long Melford, il avait tourné à l'ouest, à Lavenham, puis roulé lentement au gré de son caprice à travers le paysage or et vert de ce comté que l'homme n'avait pas encore gâté. Son humeur se serait parfaitement accordée à la beauté de cette journée, n'eût-il été tracassé par un problème personnel. Une décision d'ordre privé qu'il avait repoussée jusqu'à ses vacances. Allait-il demander à Deborah Risco de l'épouser? Paradoxalement, il aurait trouvé cette décision plus facile à prendre s'il n'avait été certain de la réponse qu'il recevrait. De ce fait, c'était sur lui que retombait la responsabilité de changer un statu quo somme toute satisfaisant, du moins pour lui, et ne pouvait-on pas soutenir que Déborah était plus heureuse maintenant qu'elle ne l'avait été un an plus tôt, et de créer entre eux des liens plus solides? Or, tous deux considéreraient certainement ceci comme indissoluble, quelles qu'en fussent les conséquences. Peu de couples sont aussi malheureux que ceux qui, trop orgueilleux, refusent d'admettre leur échec. Ils connaissaient certains des écueils que rencontrerait leur ménage. Déborah détestait le métier qu'il faisait et lui en voulait de l'exercer. C'était compréhensible et n'avait pas grande importance en soi. Son travail, c'était lui qui l'avait choisi et il n'avait jamais eu besoin de l'approbation ni du soutien de personne. Toutefois, l'idée de devoir téléphoner chez lui et s'excuser chaque fois qu'il serait retenu à son bureau pour une affaire urgente le décourageait d'avance. Dalglish déambulait sous le magnifique plafond aux poutres cintrées et sentait l'odeur typiquement anglicane de cire, de fleurs et de vieux livres d'hymnes humides. Il se rendit soudain compte qu'il avait ce qu'il voulait à l'instant même où il commençait à se dire qu'il n'en voulait plus. Bien que trop banal pour affecter outre mesure un homme intelligent, cette sorte de désappointement n'en était pas moins déconcertante. Non pas que la perspective de perdre sa liberté le faisait hésiter. Généralement, c'étaient les hommes les moins indépendants qui protestaient le plus contre cet aspect du mariage. Non, pour lui, le plus difficile à accepter était la perte de son intimité, à commencer par celle de son intimité physique. Caressant un lutrin sculpté du XVe siècle, il essaya de s'imaginer habitant avec Déborah dans son appartement de Quint Heights. Déborah serait toujours présente et non plus une visiteuse impatiemment attendue. Elle partagerait sa vie quotidienne, serait sa compagne légale. Au Yard, le moment tombait mal pour ce genre de problème. Le quartier général de la police judiciaire avait subi récemment une importante réorganisation. Inévitablement, celle-ci avait perturbé les alliances, la routine et provoqué rumeurs et mécontentements. Le travail n'en avait pas diminué pour autant. À l'échelon supérieur, on faisait des journées de 14 heures. Bien qu'il eût réussi à la résoudre, la dernière affaire dont il s'était occupé, le meurtre d'un enfant, avait été particulièrement pénible. L'enquête s'était transformée en une chasse à l'homme, chose qu'il détestait le plus et qui convenait le moins à son tempérament. Il avait dû constamment vérifier les faits un par un, gêné dans sa tâche par la publicité donnée à ce crime et par le climat de peur et d'hystérie qui régnait dans le quartier de la victime. Les parents du petit garçon s'étaient accrochés à lui comme des gens en train de se noyer, avides d'une bouffée d'espoir. Ils sentaient encore peser sur lui le poids presque physique de leur chagrin et de leur sentiment de culpabilité. Il avait dû jouer à la fois le rôle de consolateur et de père confesseur, de vengeur et de juge. Cette situation n'avait rien eu de bien nouveau pour lui. Il ne s'était pas senti personnellement concerné, et comme toujours, ce détachement avait fait sa force, de même que l'indignation et l'intense engagement de certains de ses collègues face au même crime auraient fait la leur. Cependant, la tension entraînée par cette affaire subsistait encore, et les vents automnaux du Suffolk ne suffisaient pas à chasser de son esprit certaines images de cet épisode. Aucune femme sensée ne se serait attendue à ce qu'il la demandât en mariage pendant cette période. Déborah l'avait fort bien compris. Tous deux avaient pourtant passé sous silence le fait qu'il avait trouvé le temps et l'énergie de terminer son second recueil de poèmes quelques jours avant l'arrestation de l'assassin. À cette occasion, Dalglish
s'était aperçu avec tristesse que même l'exercice d'un talent mineur pouvait excuser l'égoïsme et l'inertie. Il ne s'aimait pas beaucoup ces derniers temps. Espérer que ses vacances y changeraient quelque chose était peut-être faire preuve d'optimisme. Une demi-heure plus tard, il ferma doucement la porte de l'église derrière lui et entama les derniers kilomètres de son voyage. Il avait écrit à sa tante qu'il arriverait probablement à 2h30. Avec un peu de chance, il serait ponctuel. Si, comme à son habitude, sa tante sortait de sa maison à ce moment-là, elle verrait la Cooper Bristol franchir le point le plus élevé du cap. Dalglish pensa avec affection à sa haute et anguleuse silhouette en train de l'attendre. La vie de cette femme n'avait rien eu de bien extraordinaire. Le peu qu'il en savait, il l'avait déduit de phrases échappées à sa mère ou simplement toujours connues comme l'un des faits de son enfance. Le fiancé de sa tante avait été tué en 1918, 6 mois avant l'armistice. Jane n'avait pas 18 ans. Sa mère était une beauté délicate et capricieuse. On ne pouvait imaginer pire épouse pour un pasteur de campagne, érudit de surcroît. Elle-même admettait souvent cette incompatibilité comme si elle pensait que cette franchise justifiait et excusait d'avance son prochain acte d'égoïsme ou de prodigalité. Elle détestait voir une autre personne malheureuse pour la bonne raison que pour un temps cela la rendait plus intéressante qu'elle. Elle décida donc d'être extrêmement affectée par la mort du jeune capitaine Maskell. Quels que fussent les sentiments que pouvait éprouver sa fille, une enfant sensible, renfermée et plutôt difficile, il devait être évident que sa mère souffrait plus qu'elle. 3 semaines après que la famille eut reçu le télégramme fatidique, elle mourut de la grippe. Même si ce décès dépassait ses intentions, elle aurait été fière du résultat obtenu. Désespérée, son mari oublia en une nuit toutes les irritations et les anxiétés de sa vie conjugale pour ne se rappeler que la gaieté et la beauté de sa femme. Se remarier était bien entendu hors de question. Jane Dalglish, dont le deuil personnel passait maintenant au second plan, remplaça sa mère à la tête de la maison. Elle demeura avec son père qui prit sa retraite en 1945 et mourut 10 ans plus tard. C'était une femme très intelligente, même si la tenue dans l'intérieur et les activités paroissiales aussi immuables que le calendrier liturgique ne la satisfaisaient guère, elle n'en souffla mot à personne. Convaincu de l'ultime importance de sa vocation, son père ne pensa jamais qu'elle gaspillait peut-être ses dons à son service. Respectée mais jamais aimée des paroissiens, Jane Dalglish remplissait sa tâche et se consolait en étudiant les oiseaux. Après la mort de son père, les articles qu'elle publia à ce sujet lui valurent une certaine renommée. Avec son petit passe-temps, comme on disait dédaigneusement dans la paroisse, elle avait fini par devenir une excellente ornithologiste amateur. Il y avait 5 ans, elle avait vendu sa maison dans le Lincolnshire pour acheter Pentlands, un cottage en pierre sur les falaises du cap Monksmere. Et c'était là que Dalglish lui rendait visite au moins 2 fois par an. Ce n'était pas uniquement par devoir, quoique dans une certaine mesure, il se serait peut-être senti des responsabilités envers elle. Sa tante n'eût-elle été une femme si manifestement indépendante. Parfois, il avait même l'impression que le simple fait de lui porter de l'affection était une sorte d'affront. Néanmoins, cette affection existait. Tous deux en étaient conscients. Dalglish se réjouissait à l'idée de la voir, savourait à l'avance les plaisirs que lui procurait toujours un séjour à Monksmere. Dans la cheminée brûleraient quelques morceaux de bois ramassés sur la plage qui parfumeraient tout le cottage. Devant, il y aurait le haut fauteuil provenant du bureau de son père, le chanoine, et dont le cuir avait pour lui une odeur d'enfance. Il dormirait dans une chambre à peine meublée avec vue sur la mer et sur le ciel, dans un lit confortable, bien qu'étroit, garni de draps imprégnés d'une légère odeur de feu de bois et de lavande. Il disposerait d'eau chaude à volonté, d'une baignoire dans laquelle un homme d'1,84 m pouvait s'allonger à l'aise. Mesurant elle-même 1,80 m, sa tante avait un goût masculin des commodités essentielles. Mais bien avant cela, il y aurait le thé servi devant le feu, des toasts brûlants avec du beurre et une conserve de viande faite à la maison. Et surtout, il n'y aurait ni cadavres, ni conversation tournant autour de cadavres.
Il soupçonnait Jane Dalglish de trouver curieux qu'un homme intelligent gagnât sa vie en attrapant des assassins, et il n'était pas dans son caractère de feindre un intérêt poli. Comme elle ne lui demandait rien, pas même de l'affection, elle était la seule femme au monde avec laquelle il se sentit complètement détendu. D'avance, il savait exactement comment se passerait son séjour. Ils se promèneraient tous deux, le plus souvent en silence, sur la bande de sable ferme et humide qui s'étendait entre l'écume des vagues et le talus caillouteux de la plage. Lui porterait son attirail de dessinatrice. Elle marcherait à quelques pas devant, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, guettant l'écu blanc qui, une fois posé à terre, se confondait presque avec les galets, suivant des yeux le vol d'hirondelles de mer ou de pluviers. Ce seraient des vacances paisibles, reposantes, dénuées de toute obligation. Cependant, au bout de 10 jours, il retournerait à Londres avec un certain soulagement. Il traversait maintenant la partie de la forêt de Dunwich où des sapins sombres plantés par les eaux et forêts bordent la route. Il crut sentir déjà la mer. La saveur salée du vent l'emportait sur l'odeur amère des arbres. L'euphorie le gagna, tel un enfant qui rentre chez lui, puis la forêt se termina. Une clôture métallique sépara le vert foncé des arbres du vert d'eau des champs et des haies qui disparurent à leur tour, faisant place à une lande couverte de bruyères et d'ajoncs. Il atteignait le village de Dunwich et remontait la colline le long du mur d'enceinte de la vieille abbaye franciscaine en ruine lorsqu'il entendit un bruit d'avertisseur. Une jaguar, roulant à tombeau ouvert, le doubla. Il entrevit une tête brune et une main levée en un geste de salut, entendit un coup de klaxon d'adieu, et la voiture s'éloigna à toute allure. Ainsi donc, Oliver Latham, le critique dramatique, passait le week-end dans son cottage. Non pas que cela gênât beaucoup Dalglish. Ce n'était pas la vie mondaine que Latham venait chercher dans le Suffolk, ressemblant en cela à Justin Bryce, son voisin le plus proche. Son cottage lui permettait de fuir Londres, et peut-être aussi les gens, quoiqu'il fût moins souvent à Monksmere que Bryce. Dalglish, qu'il avait rencontré 2 ou 3 fois, avait décelé en lui une nervosité et une tension similaires à celles qu'il connaissait lui-même. Latham avait la réputation d'aimer les voitures rapides et la vitesse, et Dalglish le soupçonnait de faire le trajet Londres-Monksmere uniquement pour assouvir sa passion. Sinon, pourquoi aurait-il gardé son cottage ? Il y venait très rarement, n'y emmenait aucune de ses maîtresses, ne se donnait même pas la peine de le meubler. Il s'en servait principalement comme point de départ pour ses folles virées dans la région, dont la violence et le manque de logique semblaient indiquer qu'elles étaient une sorte d'abréaction. Quand Rosemary's Cottage apparut dans un virage, Dalglish accéléra. Même s'il avait peu de chance de passer devant inaperçu, il pouvait toujours rouler à une allure qui excluait un arrêt. Au moment où il dépassait la maison, il eut tout juste le temps de voir du coin de l'œil un visage à la fenêtre du premier étage. Il s'y attendait. Se considérant la doyenne de la petite communauté de Monksmere, Celia Calthorpe s'était assigné certains devoirs et privilèges. Quand ses voisins avaient eu le tort de ne pas l'informer de leur déplacement ou de ceux de leurs visiteurs, elle se donnait beaucoup de mal pour les découvrir toute seule. Dotée d'une excellente ouïe, elle entendait arriver une voiture de loin et l'emplacement de sa maison à la jonction du chemin raboteux qui traversait le Cap et de la route de Dunwich lui permettait d'exercer efficacement sa surveillance. Miss Calthorpe avait acheté Brody's Barn, rebaptisé Rosemary Cottage, 12 ans plus tôt. Elle l'avait eu pour pas cher et, en faisant doucement pression sur les artisans locaux, avait réussi à le transformer pour un prix tout aussi raisonnable. Cette agréable, bien que modeste maison de pierre était devenue l'idéal romantique de ses lectrices. On en voyait souvent la photo dans les magazines féminins avec la légende « La ravissante chaumière que Celia Calthorpe possède dans le Suffolk ». C'est là, dans l'atmosphère paisible de la campagne, qu'elle écrit ces merveilleux romans. Prétentieux et de mauvais goût, l'intérieur de Rosemary's Cottage n'en était pas moins très confortable. L'extérieur affichait tout ce que sa propriétaire jugeait indispensable à un typique cottage anglais, toit de chaume, affreusement cher à assurer et à entretenir,
buisson d'herbe aromatique, une triste plate-bande, Miss Calthorpe n'avait pas la main verte, une petite pièce d'eau qui empestait l'été, et un pigeonnier, où les colombes refusaient obstinément d'habiter. Il y avait aussi une belle pelouse où la petite communauté d'écrivains, l'expression était de Celia, était invitée à prendre le thé en été. Au début, Jane Dalglish avait été exclue de ces réunions. Non pas parce qu'elle n'avait jamais prétendu écrire, mais parce qu'elle était une vieille fille solitaire, donc, selon l'échelle de valeur de Miss Calthorpe, une ratée tant du point de vue social que sexuel. Puis la romancière s'aperçut que des gens bien qualifiés pour en juger considéraient sa voisine comme une femme de valeur et que les hommes qui, au mépris des convenances, étaient invités à Pentlands et qu'on rencontrait se promenant joyeusement sur la plage avec leur hôtesse étaient souvent eux-mêmes des personnages de marque. Une autre découverte la surprit encore davantage. Jane Dalglish dînait avec R.B. Sinclair au prieuré. Peu des nombreux admirateurs que comptaient les 3 grands romans de cet auteur, dont le dernier avait été écrit plus de 30 ans plus tôt, se rendaient compte que Sinclair vivait toujours. Plus rares encore étaient ceux qu'il recevait chez lui. Miss Calthorpe, n'étant pas femme à persister dans l'erreur, Miss Dalglish devint « ma chère Jane » du jour au lendemain. Pour sa part, aussi peu conscient de ce brusque rapprochement que du rejet d'avant, celle-ci continua à appeler la romancière Miss Calthorpe. Dalglish ignorait ce qu'elle pensait réellement de Celia. Elle parlait rarement de ses voisins et les 2 femmes se voyaient trop peu pour qu'il pût le deviner. Le chemin qui traversait le cap pour aboutir à Pentlands devenait mauvais à moins de 50 mètres de Rosemary's Cottage. Une lourde barrière le fermait d'habitude. Aujourd'hui, grande ouverte, elle s'enfonçait dans la haute haie de mûriers et de sureaux qui l'abordaient. La voiture cahota lentement par-dessus les nids de poules et sur le chaume qui fit bientôt place à de l'herbe puis à des fougères. Elle passa devant les 2 cottages de pierre identiques et contigus de Latham et de Justin Bryce, mais Dalglish ne vit aucun signe de leurs occupants, quoique la Jaguar de Latham fût garée devant sa porte et qu'une fine spirale de fumée s'élevât de la cheminée de Bryce. Le sentier se fit plus raide à monter et, tout à coup, Dalglish découvrit tout le panorama. Le cap s'étendait pourpre et or jusqu'à la falaise et la mer étincelante. Il s'arrêta au sommet de la colline pour regarder et écouter. L'automne n'avait jamais été sa saison préférée. Pourtant, durant la minute qui suivit l'arrêt du moteur, il n'aurait échangé cette impression de paix suave contre aucune des sensations plus aiguës du printemps. La bruyère commençait à pâlir, mais la seconde floraison des ajoncs était aussi épaisse et dorée que celle du mois de mai. Au-delà s'étendait la mer striée de violet, d'azur et de brun. Au sud, les marécages embrumés de la réserve d'oiseaux ajoutaient au paysage des touches de vert et de bleu plus doux. L'air embaumait la bruyère et les feux de bois, inévitables et évocatrices odeurs de l'automne. On avait du mal à croire, se dit Dalglish, qu'il était en train de contempler un champ de bataille sur lequel la terre avait vainement lutté contre la mer pendant 9 siècles, que, sous le calme apparent de cette eau veinée, gisaient les 9 églises englouties de l'ancien Dunwich. Il y avait peu de bâtiments sur le promontoire maintenant. Certains d'entre eux étaient neufs. Au nord, Dalglish distinguait tout juste les murs bas de Seton House, la maison que Maurice Seton, l'auteur de romans policiers, s'était fait construire pour abriter sa vie bizarre et solitaire. 700 mètres au sud, comme un dernier bastion dressé contre la mer, s'élevait la masse carrée du prieuré. Et à l'extrême limite de la réserve d'oiseaux, Pentlands Cottage paraissait pendre au-dessus du vide. En balayant le cap du regard, Dalglish aperçut un boguet attelé foncer allègrement sur le sentier du haut vers le prieuré au milieu des ajoncs. Un petit corps grassouillet était tassé sur le siège du cocher, le fouet délicat, comme une baguette magique, planté à son côté. Ça devait être la gouvernante de R.B. Sinclair, qui revenait de faire les courses. Le pimpant petit équipage avait quelque chose de gai, évoquait une agréable vie domestique. Dalglish prit plaisir à le suivre des yeux jusqu'à ce qu'il disparût derrière l'écran d'arbres qui cachait à moitié la maison.
À cet instant, sa tante tourna le coin de son cottage et leva la tête vers le sommet du promontoire. Dalglish consulta sa montre. Il était exactement 2h33. Il embraya. La Cooper Bristol roula en brinque-ballant au bas de la pente. Reculant instinctivement dans l'ombre de la chambre au premier étage, Oliver Latham regarda la voiture gravir le promontoire en cahotant. Il éclata de rire, puis s'interrompit, interdit par le bruit d'explosion qu'il semblait produire dans le silence du cottage. Ça, c'était vraiment trop fort. Encore couvert de sueur suite à sa dernière chasse à l'homme, le petit prodige de Scotland Yard n'avait pas perdu de temps pour rentrer en scène. La voiture s'arrêta au sommet. Cette maudite Cooper Bristol était-elle enfin tombée en panne? Non. Dalglish semblait simplement vouloir admirer le paysage. Le pauvre imbécile savourait probablement à l'avance le plaisir de se faire dorloter 2 semaines à Pentlands. Eh bien, il allait avoir une surprise. La question était de savoir s'il était prudent pour lui, Latham, de rester dans les parages pour assister aux événements. Pourquoi pas? Rien ne l'obligeait à retourner à Londres avant le jeudi suivant, date de la première au Court Theatre. Et puis un départ précipité alors qu'il venait d'arriver paraîtrait bizarre. De plus, il était curieux de voir ce qui allait se passer. Il était venu le mercredi sûr de s'ennuyer, mais maintenant le week-end s'annonçait très excitant. Alice Carrison conduisit le boguet derrière la rangée d'arbres qui protégeait le prieuré au nord du cap, sauta de son siège et, passant une large voûte en ruine, mena la jument dans une écurie qui datait du XVIe siècle. Alors qu'elle désharnachait l'animal, grognant un peu sous l'effort, elle passa complaisamment en revue le travail accompli dans la matinée et savoura d'avance les petits plaisirs domestiques qui l'attendaient maintenant. D'abord, ils prendraient le thé ensemble, du thé très fort et trop sucré, comme l'aimait Mr. Sinclair, assis de part et d'autre de la cheminée dans le hall. Même par une chaude journée d'automne, Mr. Sinclair appréciait un feu. Puis, avant la tombée de la nuit et l'apparition du brouillard, ils feraient leur promenade quotidienne sur le promontoire. Ce ne serait pas une simple promenade, puisqu'ils avaient quelque chose à enterrer. Enfin, c'était toujours agréable d'avoir un but, et malgré toutes les belles et savantes paroles de Mr. Sinclair, des restes humains, aussi incomplets fussent-ils, demeuraient des restes humains. Ils avaient droit au respect. Il était grand temps qu'on en débarrassât la maison. Il était presque 8h30. Dalglish et sa tante avaient dîné. Maintenant, ils étaient assis en un silence convivial de chaque côté de la cheminée dans le séjour. La pièce, qui occupait presque tout le rez-de-chaussée du cottage, avait des murs de pierre, un plafond bas soutenu par d'immenses poutres de chêne et un carrelage rouge. Devant la cheminée séchait un tas bien rangé de planches et de branches ramassées sur la plage. L'odeur du feu de bois se répandait dans la maison comme de l'encens. L'incessant grondement de la mer faisait vibrer l'air. Dans cette paix, rythmée par les vagues, Dalglish avait du mal à rester éveillé. Il avait toujours aimé les contrastes, aussi bien dans l'art que dans la nature, et à Pentlands, une fois la nuit tombée, cette sorte de plaisir était facile à susciter. La maison était claire et chaude. On y jouissait du confort et des couleurs d'un intérieur civilisé. Dehors, sous les nuages, il y avait les ténèbres, la solitude, le mystère. Dalglish imagina le rivage, 30 mètres plus bas, où la mer étendait sa frange dentelée sur le sable froid et dur de la plage, et, au sud, la réserve d'oiseaux, silencieuse, dont les roseaux frémissaient à peine dans l'eau tranquille. Allongeant les jambes vers la flamme et calant sa tête encore plus confortablement contre le haut dossier du fauteuil, il regarda sa tante. Comme de coutume, celle-ci était assise droite comme un i, tout en ayant l'air d'être parfaitement à l'aise. Elle tricotait une paire de chaussettes en laine rouge. Dalglish espéra de tout cœur qu'elle ne lui était pas destinée. Peu vraisemblable, se dit-il, car sa tante n'avait pas l'habitude de donner ce genre de gage de son affection.
Le feu mettait des reflets rouges sur sa longue figure brune et aiguë comme celle d'une aztèque, aux paupières tombantes, au nez long et droit, à la grande bouche mobile. Ses cheveux, tordus et ramassés sur sa nuque en un énorme chignon, étaient d'un gris presque métallique. C'était un visage que Dalglish se rappelait depuis son enfance. Il ne l'avait jamais vu changer. En haut, dans la chambre de sa tante, négligemment glissée dans un coin de miroir, il y avait une photo pâlie d'elle-même et de son fiancé prise en 1916. Ce garçon, portant une casquette aplatie et une culotte de cheval, lui avait paru jadis légèrement ridicule, mais à présent, il incarnait tout le romanesque et la nostalgie d'une époque depuis longtemps révolue. Une jeune fille se penchait vers lui avec la grâce anguleuse de l'adolescence, ses cheveux relevés en un large rouleau enrubanné, ses chaussures pointues apparaissant sous sa jupe fluide. Jane Dalglish ne lui avait jamais parlé de sa jeunesse, et il ne l'avait jamais interrogée à ce sujet. C'était la femme la plus indépendante, la moins sentimentale qu'il connût. Il se demanda comment Déborah s'entendrait avec elle. Il lui était difficile d'imaginer Déborah ailleurs qu'à Londres. Depuis la mort de sa mère, celle-ci n'allait presque plus jamais dans sa famille, et pour des raisons que tous deux ne comprenaient que trop bien, Dalglish n'était jamais retourné à Martingale avec elle. À présent, il ne pouvait se la représenter que dans le cadre de son appartement de la City, de restaurants, de foyers de théâtre et de leur pub préféré. Ils vivaient dans des mondes différents. Déborah n'avait rien à voir avec son travail, ni, jusqu'à présent, avec Pentlands. Mais s'il l'épousait, elle partagerait dans une certaine mesure ces deux aspects de son existence. Était-ce vraiment ce qu'il désirait? Voilà ce qu'il lui faudrait décider pendant ses brèves vacances. « Veux-tu écouter un peu de musique ?» lui demanda sa tante. « J'ai un nouveau disque, du Mahler. » Dalglish n'était pas musicien, mais il savait le rôle que la musique jouait dans la vie de sa tante, et les petits concerts qu'elle lui organisait faisaient maintenant partie de ses vacances à Pentlands. L'érudition et l'enthousiasme de sa tante dans ce domaine avaient quelque chose de contagieux. Il commençait à faire des découvertes. Et vu son humeur du moment, il était même prêt à essayer du Mahler. C'est alors qu'ils entendirent une voiture. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-il. « Qui est-ce ?» « Pas Celia Carlsrop, j'espère. » Si on ne la décourageait pas avec fermeté, Miss Carlsrop pouvait arriver chez vous à n'importe quel moment et essayer de plaquer sur la solitude de Monksmeyer les règles confortables de la vie mondaine de banlieue. Elle avait tendance à venir à Pentlands particulièrement quand Dalglish y était. Pour elle, un célibataire de belle prestance représentait une proie toute désignée. Même si elle n'en voulait pas pour elle-même, il y avait toujours quelqu'un que cela pouvait intéresser. Elle détestait le gaspillage. Lors d'une des visites de Dalglish, elle avait même donné un cocktail en son honneur. Cette fois-là, le côté incongru de la réunion l'avait amusée. Les membres du petit groupe qui habitait Monksmeyer s'étaient conduits comme s'ils se voyaient pour la première fois. Ils avaient grignoté des canapés et siroté du Xérès bon marché en papotant poliment dans le salon rose et blanc de Célia, tandis que, dehors, le vent hurlait sur le promontoire et que des lampes tempêtes encombraient le vestibule. Indéniablement, il y avait eu du contraste ce jour-là. Mais Dalglish n'avait nulle envie de renouveler l'expérience. On dirait la Maurice de Miss Carlsrop. Notre voisine nous amène peut-être sa nièce. Elisabeth vient de rentrer de Cambridge. Elle relève d'une mononucléose infectieuse. Elle est arrivée hier, je crois. Dans ce cas, elle devrait être au lit. J'ai l'impression qu'il y a plus de 2 personnes. N'est-ce pas la voix de Justine Bryce? Dalglish avait raison. Quand sa tante ouvrit la porte, ils aperçurent par les vitres du porche les phares de la voiture et une masse confuse de formes sombres qui finirent par se détacher et devenir des silhouettes reconnaissables. Tout Monksmeyer avait l'air d'être venu voir sa tante. Même Sylvia Kedge, la secrétaire infirme de Maurice Seton, était là. Appuyée sur ses béquilles, elle se traînait vers la lumière qui filtrait par la porte ouverte. Miss Carlsrop avançait à son côté comme pour l'aider. Suivait Justine Bryce, qui continuait à pérorer de sa voix chevrotante. La silhouette élancée d'Oliver Latham se dressait près de lui.
Hésitante et maussade, Elizabeth Marley fermait la marche, la tête rentrée dans les épaules, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Elle s'attardait sur le sentier, regardant à droite et à gauche dans les ténèbres, comme si elle voulait se dissocier des autres. Bryce cria « Bonsoir, Miss Dalglish. Bonsoir, Adam. Ce n'est pas moi qui ai organisé cette invasion, c'est Celia. Nous venons vous demander conseil, chers amis. Nous tous, sauf Oliver, que nous avons rencontré en chemin et qui vient seulement chercher du café. C'est du moins ce qu'il nous a dit. « J'ai oublié d'en acheter avant de quitter Londres hier, » expliqua calmement Latham. « J'ai donc décidé d'aller voir la seule voisine susceptible de me prêter un peu de café de bonne qualité, sans me le faire payer par un sermon sur mon manque d'organisation. Si j'avais su que vous receviez, j'aurais peut-être attendu jusqu'à demain. » Toutefois, il ne fit pas mine de repartir. Ils entrèrent, clignant des yeux à la lumière, apportant avec eux un courant d'air froid qui envoya la fumée du feu à travers la pièce. Celia Calthrop se dirigea droit vers le fauteuil où était assis Dalglish et prit une pose majestueuse comme si elle s'apprêtait à recevoir l'hommage vespéral de ses sujets. Ses jambes élégantes, savamment placées pour les mettre en valeur, contrastaient avec son gros corps, enfermé dans un corset qui lui remontait la poitrine, ses bras, la peau flasque et couverte de taches de son. Selon les estimations de Dalglish, elle devait friser la cinquantaine, mais on lui donnait plus. Comme d'habitude, elle était outrageusement, quoique habilement fardée. Sa petite bouche rusée était peinte en rouge carmin. Ses yeux enfoncés, légèrement tombants, qui conféraient à sa figure un air de fausse spiritualité, expression qu'on ne manquait jamais d'accentuer sur ses photos publicitaires, étaient ombrés de bleu, ses cils alourdis par le mascara. Elle ôta son foulard en mousseline de soie, découvrant la dernière création de son coiffeur. Entre ses cheveux, fins comme ceux d'un bébé, on apercevait par endroits, d'une façon presque indécente, la peau rose et lisse de son crâne. Dalglish n'avait rencontré la nièce que 2 fois auparavant. En lui serrant la main, il se dit que Cambridge ne l'avait guère changée. Elle était toujours telle qu'il se la rappelait. Une fille maussade aux traits épais. Pourtant, avec un peu plus d'animation, son visage intelligent aurait pu avoir un certain attrait. La pièce avait perdu sa paix. Dalglish se demanda comment 7 personnes pouvaient faire autant de bruit. On s'affairait autour de Sylvia Kedge pour l'installer dans un fauteuil, opération que Miss Calthrop dirigeait avec autorité, sans toutefois y participer. La fille avait un visage qui sortait de l'ordinaire. Hormis ses vilaines jambes tordues, emprisonnées dans des appareils orthopédiques, ses larges épaules, ses mains masculines déformées par les béquilles, on aurait presque pu dire qu'elle était belle. Elle avait une longue figure basanée comme celle d'une gitane, encadrée de cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules, séparés au milieu par une raie. Sa physionomie ne manquait pas de caractère, mais son air de pitoyable humilité et de souffrance résignée jurait avec son haut front. Ses grands yeux noirs avaient appris à quémander de la compassion. Maintenant, Sylvia ajoutait encore à la confusion générale en assurant qu'elle était parfaitement assise, alors que de toute évidence ce n'était pas vrai. Avec un sourire d'excuse, elle demanda qu'on plaçât ses béquilles à portée de sa main. Prenant désagréablement conscience de leur santé imméritée, les autres furent donc obligés d'appuyer tant bien que mal les cannes contre ses genoux. Ce n'était pas la première fois que Dalglish assistait à cette comédie, mais ce soir, il sentait que Sylvia la jouait sans conviction, presque machinalement. Aujourd'hui, la jeune fille paraissait réellement malade. Elle avait des yeux ternes comme des pierres, et de profonds sillons se creusaient entre ses narines et les coins de sa bouche. On aurait dit qu'elle manquait de sommeil. Quand Dalglish lui donna un verre de xérès, il vit que sa main tremblait. Pris d'une pitié sincère, il plaça ses doigts sur les siens et tint le verre jusqu'à ce qu'elle fût capable de boire. Lui adressant un sourire, il demanda gentiment « Eh bien, que se passe-t-il? Que puis-je faire pour vous ?» Mais Celia Calthrop s'était attribué le rôle de porte-parole. « Je sais que ce n'est pas très gentil de notre part de venir vous déranger, Jane et vous, le soir même de votre arrivée, mais nous nous faisons beaucoup de soucis. Du moins Sylvia et moi. Nous sommes extrêmement inquiètes. » Moi, intervint Justin Bryce, je suis moins inquiet qu'intrigué, pour ne pas dire plein d'espoir.
Maurice Seton a disparu. Malheureusement, je crains que ce ne soit qu'un truc publicitaire monté pour la sortie de son prochain polar et que nous le revoyions bientôt parmi nous. Enfin, ne soyons pas pessimistes. Tassé sur un tabouret devant la cheminée, il allongeait le cou vers le feu comme une tortue malveillante. Dans sa jeunesse, il avait une belle tête caractérisée par des pommettes saillantes, de larges lèvres mobiles et d'immenses yeux d'un gris lumineux surmontés de lourdes paupières. Mais à 40 ans, il était devenu une caricature de lui-même. Bien qu'ils parussent plus grands encore, ses yeux étaient moins clairs et larmoyaient comme si Bryce affrontait en permanence un vent violent. Son front se dégarnissait et ses cheveux avaient pris l'apparence d'une paille sèche et décolorée. L'ossature anguleuse de son visage le faisait ressembler à une tête de mort. Seules ses mains n'avaient pas changé. Elles étaient douces, blanches et délicates comme celles d'une fille. Les tendant vers les flammes, Bryce se tourna vers Dalglish en souriant. Perdu, auteur de romans policiers, quadragénaire, tempérament nerveux, mince, nez pointu, dents proéminentes, cheveux clairsemés, grosses pommes d'Adam, inutile rapportée. Nous venons donc vous demander conseil, mon cher. Vous êtes encore tout auréolé de gloire, à ce qu'il paraît. Voilà. Devons-nous attendre que Maurice réapparaisse sans se préoccuper de sa disparition? Ou bien jouons-nous le jeu et demandons-nous à la police de nous aider à le retrouver? Parce que si c'est un truc publicitaire, la charité nous ordonne de collaborer. Ce pauvre Maurice a bien besoin qu'on parle de lui. Il n'y a pas de quoi rire, Justine, l'admonesta Miss Calthrop. Je ne crois pas un seul instant qu'il s'agit de publicité. Sinon, je ne viendrais pas ennuyer Adam à un moment où, plus que jamais, il mérite un peu de repos. Cette dernière enquête a dû être bien fatigante. Mes félicitations, Adam. Vous avez réussi à capturer l'assassin avant qu'il ne récidive. Toute cette affaire m'a rendu malade, physiquement malade. Et maintenant, qu'en fera-t-on? On le gardera quelques années aux frais de l'État, puis on le libérera pour qu'il puisse tuer un autre enfant? Sommes-nous tous fous dans ce pays? Pourquoi diable ne le pend-on pas? Comme ça, on n'en parlerait plus. À son soulagement, Dalglish se rappela que son visage était dans l'ombre. Il repensa à l'arrestation de l'assassin. Pauley était tellement petit et laid. Il puait la peur. Sa femme l'avait quitté 1 an plus tôt et de toute évidence, c'était lui qui avait cousu cette pièce sur le coude de son costume bon marché. Ce raccommodage maladroit avait fasciné Dalglish. Pour lui, c'était la preuve que Pauley était néanmoins un être humain. Enfin, le monstre était derrière les barreaux et le public comme la presse pouvaient louer bruyamment l'efficacité de la police en général et celle du superintendant Dalglish en particulier. Un psychiatre aurait certes pu lui expliquer pourquoi lui-même se sentait coupable. Ce n'était pas la première fois. Il réglerait ce problème à sa façon. Après tout, songea-t-il avec une ironie désabusée, ce sentiment-là l'avait rarement gêné longtemps et ne l'avait jamais poussé à changer de métier. Cela dit, il n'allait certainement pas parler de Pauley avec Celia Calthrop. Le regard de sa tante traversa la pièce et rencontra le sien. Jane Dalglish demanda d'un ton tranquille. « Qu'attendez-vous exactement de mon neveu, Miss Calthrop? Si Mr. Seton a disparu, cela ne concerne-t-il pas la police locale? Vous croyez? C'est justement la question que nous nous posons. » Miss Calthrop vida son verre comme si l'amontillado avait été du vulgaire vin de cuisine et le tendit machinalement pour qu'on le lui remplît. Elle poursuivit. « Maurice a peut-être disparu volontairement, pour rassembler des matériaux pour son prochain livre, par exemple. Il nous a fait entendre que celui-ci serait différent de ses autres romans policiers. Comme nous le savons tous, c'est un écrivain très consciencieux. Il s'appuie toujours sur l'expérience vécue. Il a passé 3 mois avec un cirque ambulant avant d'écrire « Meurtre d'un funambule ». Vous vous souvenez? Cela dénote évidemment d'une certaine faiblesse de l'imagination créatrice. Mes romans ne se limitent jamais à mon expérience personnelle. Vu les épreuves que traverse l'héroïne de votre dernier livre, je suis vraiment soulagé de l'apprendre, ma chère Celia, ironisa Bryce. Dalglish demanda quel jour Seton avait été vu pour la dernière fois. Avant que Miss Calthrop ait pu répondre, Sylvia Kedge intervint.
Grâce aux xérès et à la chaleur du feu, elle avait repris un peu de couleur. Tout à fait calme à présent, elle se tourna vers Dalglish et raconta d'une seule traite. Mr. Seton est parti pour Londres lundi dernier au matin avec l'intention de séjourner à son club, le Cadaver Club, qui se trouve à Tavistock Square. Chaque année, il y passe 1 ou 2 semaines en octobre. Il préfère Londres à l'automne et il en profite pour faire des recherches dans la bibliothèque de l'établissement. Il a emporté une petite valise et sa machine à écrire portative. Il a pris le train à Allesworth. Il m'a dit qu'il allait commencer un nouveau roman et que celui-ci serait très différent de ceux qu'il écrivait d'habitude. J'ai eu l'impression que ce projet l'excitait beaucoup, bien qu'il ne m'ait pas donné de détails. Comme nous le faisons chaque fois qu'il séjourne au club, nous étions convenus que je viendrais travailler chez lui uniquement le matin et qu'il me téléphonerait vers 10 heures s'il avait des instructions à me donner. Généralement, il dactylographie le manuscrit en double interligne, puis me l'envoie par petits bouts pour que je le retape. Ensuite, il relit et corrige l'ensemble, et je tape une version définitive pour l'éditeur. Bien entendu, les fragments dont je vous parle ne se suivent pas nécessairement. Quand Mr. Seton est à Londres, il aime écrire les scènes qui se passent en ville. Je ne sais donc jamais quelle partie du livre va me parvenir. Mr. Seton m'a téléphoné mardi matin pour dire qu'il espérait m'expédier quelques feuillets avant mercredi soir. Il m'a également demandé de faire un petit travail de couture. Il avait l'air d'aller tout à fait bien à ce moment-là. Miss Calthorpe ne put se contenir plus longtemps. C'était vraiment honteux de la part de Maurice de vous demander de raccommoder ses chaussettes et de polir son argenterie. Vous êtes une sténodactylo qualifiée. Il gaspillait votre compétence. Dieu sait si j'ai assez de textes enregistrés qui attend que vous le tapiez. Enfin, ça c'est une autre question. Tout le monde connaît mon opinion là-dessus. C'était bien vrai. Mais les autres auraient sans doute manifesté plus de sympathie s'ils n'avaient soupçonné cette chère Célia de s'indigner surtout par jalousie. Quand il y avait quelqu'un à exploiter, c'était à elle qu'en revenait la priorité. L'infirme ne tint aucun compte de cette interruption. Elle continuait à fixer Dalglish de ses yeux noirs. Celui-ci demanda doucement « Et quand avez-vous eu d'autres nouvelles de Mr. Seton ?»« Eh bien, je n'en ai plus eu, justement. Il ne m'a pas téléphoné le mercredi matin à Seton House, mais je n'y ai rien vu d'inquiétant. Il lui arrive de ne pas m'appeler pendant plusieurs jours. Je suis retourné chez lui tôt ce matin pour finir un peu de repassage. C'est alors que Mr. Plant a téléphoné. Mr. Plant est le gardien du Cadaver Club. Sa femme en est la cuisinière. Il m'a dit qu'ils étaient très inquiets parce que Mr. Seton était sorti le mardi soir avant le dîner et n'était toujours pas rentré. Il n'avait pas dormi dans son lit et ses vêtements et sa machine à écrire étaient toujours là. Mr. Plant a d'abord hésité à alerter quelqu'un. Il s'est dit que Mr. Seton avait peut-être découché pour des raisons liées à son travail. Mais au bout de la 2e nuit d'absence, il a pensé qu'il ferait bien de téléphoner au domicile de Mr. Seton. Moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais même pas prendre contact avec le demi-frère de Mr. Seton, Mr. Dugby. Mr. Dugby vient de déménager et nous ne connaissons pas sa nouvelle adresse. Mr. Seton n'a pas d'autre famille. De plus, je me demandais si mon patron ne serait pas contrarié si j'entreprenais des recherches. Puis, juste avant midi, le manuscrit est arrivé au courrier. « Nous l'avons apporté », proclama Miss Calthorpe, y compris l'enveloppe. D'un geste théâtral, elle sortit les objets mentionnés de son immense sac à main et les tendit à Dalglish. C'était une enveloppe en papier Kraft du format commercial courant. Dessus, on lisait en caractères dactylographiés « Maurice Seton, Esk, Seton House, Monksmeyer, Suffolk ». À l'intérieur se trouvaient 3 feuillets in-quarto, maladroitement tapés à double interligne. Il s'adressait toujours les manuscrits à lui-même, dit Miss Ketch d'un ton las. Mais ces pages-là ne sont pas de lui, Mr. Dalglish. Il ne les a ni écrites ni dactylographiées. En êtes-vous sûr? Il aurait pu s'abstenir de cette question. Rien n'est plus difficile à maquiller qu'un texte dactylographié, et la fille avait dû copier assez de manuscrits de Maurice Seton pour savoir reconnaître le style de son employeur.
Mais avant qu'elle ait pu répondre, Miss Calthorpe déclara « Je crois que le plus simple serait que je vous en lise un extrait. » Les autres attendirent qu'elle eût pris dans son sac une énorme paire de lunettes à monture scintillante, les eût chaussées, puis se fut calée sur sa chaise. Pour la première fois, Maurice Seton aurait l'honneur d'être lu en public, se dit Dalglish. Il aurait été flatté par l'intense attention prêtée par les auditeurs, peut-être aussi par le cabotinage de Miss Calthorpe. Face à l'œuvre d'un confrère, et sûre de son auditoire, Célia était prête à donner le meilleur d'elle-même. Elle commença. Carruthers écarta le rideau de perles et entra dans le night-club. Sa haute silhouette s'immobilisa un instant sur le seuil. Comme d'habitude, il portait un élégant smoking. Avec une sorte de dédain, il promena un regard froid et ironique sur les tables serrées les unes contre les autres, le sordide décor pseudo-espagnol, la miteuse clientèle. C'était donc là le quartier général du gang le plus dangereux d'Europe. Derrière cette boîte de nuit minable, mais semblable à des dizaines d'autres établissements du même genre à Soho, œuvrait un cerveau capable de diriger quelques-unes des plus puissantes bandes de malfaiteurs du monde occidental. Cela paraissait invraisemblable, mais toute cette folle aventure l'était. Carruthers s'assit à une table près de l'entrée et attendit. Il demanda au garçon de lui apporter des scampi frits, une salade verte et une bouteille de Chianti. L'homme, un petit chypriote assez malpropre, prit la commande en silence. Savait-il qu'il était là ? Se demanda Carruthers. Et s'il le savait, combien de temps mettrait-il à apparaître ? À l'autre extrémité de la salle se dressait une petite scène. On n'y voyait qu'un paravent en bambou et une chaise rouge. Soudain, la lumière baissa et le pianiste se mit à jouer un slow langoureux. Une fille sortit de derrière le paravent. C'était une belle blonde, plus toute jeune, pourvue d'une généreuse poitrine. Sa grâce et son arrogance pouvaient dénoter une origine russe blanche, se dit Carruthers. Elle avança vers la chaise d'une démarche sensuelle, puis commença à descendre la fermeture éclair de sa robe du soir. Celle-ci tomba à terre à hauteur de ses genoux. Au-dessous, la femme ne portait qu'un soutien-gorge et un cache-sexe noir. S'asseyant à califourchon, le dos tourné au public, elle tortilla ses doigts pour défaire le soutien-gorge. Aussitôt, un murmure rauque s'éleva de la salle bondée. « Vas-y, Rosie, vas-y !» Miss Calthorpe interrompit sa lecture. Un profond silence tomba. La plupart de ses auditeurs avaient l'air stupéfaits, puis Bryce s'écria « Eh bien, continuez, Célia ! Ne vous arrêtez pas juste au moment où cela commence à devenir excitant. » Rosie se précipite-t-elle sur l'honorable Martin Carruthers pour le violer ? Ça fait des années qu'une telle chose lui pend au nez, mais ce serait trop beau. Inutile de continuer, répliqua Miss Calthorpe. Nous tenons la preuve que nous cherchons. Sylvia Ketch se tourna de nouveau vers Dalglish. Mr. Seton n'appellerait jamais un de ses personnages Rosie, expliqua-t-elle. C'était le nom de sa mère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.